Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Hervé Hatt, président du groupe Meilleur Taux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, plein de sujets à voir avec vous. C'est la guerre entre les banques et les courtiers, mais ça, on en parle juste après. En fin d'année, vous avez vu, hein, la Banque de France, enfin le HCSF, le Comité de stabilité financière, a demandé aux banques. D'ailleurs, on avait reçu François Villeroy de Galhau. On a les images, hein, sur ce plateau qui est venu faire le SAV en disant voilà, les banques, elles poussent à la roue sur le crédit immobilier. Voilà, il faut qu'elles aient un petit peu le pied. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis le début de l'année, les banques serrent la vis sur le crédit immobilier? Ah oui, oui, on le constate dès Il y a maintenant, un hein. avant et un après? Oui, il y a un avant et un après. On a reçu progressivement depuis le mois de janvier des informations des différentes banques qui font état de la mise en application des mesures, des recommandations du Haut Comité. Et donc ça veut dire que progressivement là, depuis maintenant 3-4 semaines, toutes les offres de plus de 25 ans Elles sont refusées. sont refusées. Ou alors tous les taux d'endettement qui est au-delà de 33%, le fameux taux d'effort, hein, dans lequel on rapporte Ouais. les mensualités au revenu du ménage, à plus de 33% sont bloqués également. Ouais, Alors, il y a, après, ça dépend comment on fait le calcul aussi. Est-ce qu'on intègre les bonus, les pensions, les... non, non, il y a des définitions qui existent, hein. Ouais. Donc ça, tout ça est assez normé. Donc Alors, les il y a une banques, petite marge, il y a une petite marge de les flexibilité. banques respectent à la lettre aujourd'hui les recommandations de la Banque de France. C'est ça que vous voyez. Fini les prêts au-delà de 25 ans, fini les prêts quand Alors, les je taux peux pas, d'épargne. je peux pas vous répondre sur tous les cas, Parce dans que tous les vous cas. voyez. Ce que nous on voit, Ouais. ce que nous on voit aujourd'hui, c'est que les instructions ont été extrêmement claires et donc c'est vraiment aujourd'hui rentré en application. Et donc des dossiers qui auraient été financés en 2019 ne le sont plus en 2020 par respect de ces critères. Donc c'est vraiment rentré en application. Et donc, on peut dire qu'il y a un coup de frein brutal dans la distribution de crédit, dans ce que vous voyez, encore une fois? Alors c'est un peu trop tôt pour dire un peu en termes de quantité ce que ça va donner, pour dire exactement Ouais, comme des qui va dossiers être. qui passaient avant, qui passent plus aujourd'hui, hein. Alors, il y en a effectivement, et là où on pense que, on pense que, comme toute mesure un peu générale, par définition, c'est très drastique, et on pense, nous, que c'est sans doute trop drastique vu les cas de figure, parce qu'il y a des gens tout à fait finançables qui l'étaient en 2019, qui ne le sont plus en 2020, alors qu'en fait, ils peuvent très bien emprunter. Pourquoi ça? Bon, parce que, par exemple, le ratio d'endettement à 33%, il y a des gens pour lesquels 33%, si vous avez un revenu très important, et vous avez un reste à vivre suffisant, vous pouvez très bien vous endetter au-delà de 33%. Donc c'est une mesure générale, si je peux dire, qui doit pouvoir être gérée au cas par cas, Donc et c'est donc pas une terrible parce règle que générale. ça frappe d'autant plus, ça pénalise d'autant plus les plus faibles revenus. Le problème majeur, c'est qu'en fait, ça va, de ce qu'on peut voir dès maintenant, les cas qu'on a déjà vus, Ouais. les remontées qu'on a de cas de gens qui ne sont plus financés en 2020, parce qu'on voit remonter des cas de gens qui ne sont pas financés en 2020, c'est que ça va atteindre avant tout des jeunes qui veulent accéder à la propriété. Ouais. C'est ceux-là qui vont être Après, il y a sans des doute les plus impactés. flexibilités, m'a dit le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Il m'a dit non, mais il y a jusqu'à 15% des encours de prêts qui peut être justement concernés des primo-accédants pour justement ne pas les pénaliser. Alors, dans les recommandations du HCSF, effectivement, cette flexibilité est mentionnée, sauf qu'à la date d'aujourd'hui, cette flexibilité, dans beaucoup de cas, elle n'est pas mise en œuvre. C'est-à-dire que peut-être qu'elle sera mise en œuvre, mais pour l'instant, dans beaucoup de cas, les informations qu'on a reçues, aujourd'hui, c'est... ce sont les primo-accédants et on dit aussi les investisseurs immobiliers. Il y a les deux, effectivement. Ceux qui vont être pénalisés, ce sont les jeunes primo-accédants qui parfois pouvaient avoir peut-être 34, 35%, 37% de ratio d'endettement, et ça passait, hein, avant. Et puis il y a également les investisseurs en locatif qui, pour des raisons X, Y ou Z, peuvent avoir aussi des ratios d'endettement qui sont supérieurs, sans que ça leur pose de problème financier, hein, et qui peuvent se retrouver bloqués, effectivement. Donc ces mesures qui ont été prises, elles ont sans doute un objectif de prudence vis-à-vis des banques, mais on pense que l'impact sur les emprunteurs a peut-être besoin d'être mesuré avec soin, et on voit déjà remonter les cas de blocage, Ouais. pour des gens qui étaient finançables et qui là, aujourd'hui sont bloqués. Ouais. Pourtant, ce que vous dit la Banque de France, encore une fois, je crois que c'était encore hier un des conseillers de la Banque de France qui disait mais tout ça, c'est pas pour pénaliser les acheteurs, mais c'est pour calmer un petit peu, tempérer certaines dérives, notamment, il rappelait que 40% des crédits jusqu'à présent immobiliers étaient d'une durée supérieure ou égale à 25 ans. 25 ans ou plus. La grande majorité. 25 ans ou plus, et Voilà, c'était 25 ans, c'est ça? Voilà. Il faut regarder le plus. Voilà. Moi, je prends les chiffres de meilleur taux. Les chiffres de meilleur taux aujourd'hui, c'est qu'en fait, au-delà de 25 ans, c'est seulement 1% en 2019. Au-delà de 25 ans. Donc il y a beaucoup de 25 ans. Donc il y a déjà une discipline, hein. Voilà, il y a déjà une discipline, mais au-delà de 25 ans, c'était totalement marginal. Le sujet n'est pas tellement sur la durée, parce que de toute façon, au-delà de 25 ans, il y avait très peu de choses, très peu de volume. C'est beaucoup plus sur le fameux ratio d'endettement, parce que le ratio d'endettement, à 33%, ça ne s'applique pas. C'est une règle générale qui, en fait, a besoin d'être gérée au cas par cas. Un prêt sans apport, aujourd'hui, ça passe plus? Ça sera Ou plus ça dépend? difficile, ça dépendra. Ça dépendra. Certaines banques nous disent aujourd'hui sans apport ça passe plus. Donc on a aussi dans certains cas rajouté cette condition-là. Dans d'autres cas ça passe encore. Donc certains établissements nous disent plus de 25 ans.
pas plus de 33% et apport minimum. Donc effectivement, ça a tendance à se resserrer. Apport minimum va quoi, voir. de 10%. Typiquement 10%, oui, ou 5% ou 10%. La vraie question, en fait, nous, ce qui nous embête un peu dans cette histoire-là, c'est que le sentiment qu'on peut avoir, c'est que on peut comprendre les motivations, mais il n'y a pas eu d'étude d'impact qui a été faite en amont. C'est-à-dire qu'en fait, quel vraiment va être l'impact sur les emprunteurs, ça n'a, semble-t-il, pas été mesuré. Et donc, on est en train déjà de voir aujourd'hui, on recense les cas de refus. Ouais. Alors, Alors, qui autre n'étaient pas refusés sujet. en 2019. Voilà, donc un avant, un après. Hein. Exactement. Bon, Hervé Hatt, autre sujet, parce qu'il y a un gros bras de fer là, qui se tient dans la coulisse, dont parle souvent la presse, beaucoup d'articles ont été écrits là-dessus. Je voulais avoir votre son de cloche. Le torchon brûle quand même entre vous, enfin vous c'est les courtiers au sens large, courtiers en crédit immobilier, et les banques. Pourquoi? Parce que les marges des banques, parce que les taux d'intérêt sont bas, évidemment, sont plus faibles. Alors elles jouent sur le volume pour distribuer plus de crédit, évidemment, pour se refaire. Et on dit qu'elles cherchent à vous squeezer ou à réduire vos commissions. Il y a de l'eau dans le gaz, oui ou non? Oh, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a des discussions commerciales, comme on les a souvent, qui sont plus aiguës, plus musclées qu'elles ne l'étaient dans le passé. En fait, exagérément ou... Dans certains cas, oui, on pense que ça va peut-être un peu loin. Donc, on va voir au fil de l'année 2020 comment les choses vont se réguler. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des discussions commerciales entre les banques et les comparateurs, conseils ou courtiers comme nous le sommes. Et cette année, en 2019 et 2020, elles prennent un tour un peu plus aigu qu'elles l'ont fait dans le passé. Mais est-ce qu'on peut, si on fait l'avocat du diable, est-ce qu'on peut les comprendre? Après, ça n'arrange pas vos affaires, évidemment, mais vous, votre commission là-dessus, c'est 1%. Oui. 1% du montant du prêt. Oui. Mais ce 1%, c'est un truc qui a été créé, j'imagine, dans un temps où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. On était à 4-5% sur le crédit IMO. Oui. Et donc, c'était plus indolore pour les banques. Aujourd'hui, les banques, elles prêtent à 1%. Si elles vous donnent 1, elle ne gagne plus rien. Après, je sais que le 1, il est sur 10 ans, 15 ans, 25 ans, il est à rapporter, mais c'est pour ça qu'il faut... Je le vois venir. Mais vous comprenez qu'elle ait envie de vous dire, maintenant les gars, votre com, vous allez la baisser un petit peu parce que les temps ont changé. Hein. Oui, mais d'abord, la première chose, c'est que le travail que nous, on fait chaque année, il est plus dense que ce qu'on faisait d'avant, parce qu'on apporte vraiment des dossiers qui sont entièrement montés, entièrement ficelés à nos partenaires bancaires. Donc, du point de vue des intermédiaires, il y a beaucoup plus de travail qui est fait aujourd'hui que c'était le cas il y a 5 ans, par exemple. La deuxième chose, c'est que ce niveau de commission a un énorme avantage, c'est quand la même commission est homogène, quelle que soit la banque, vous êtes certain que le conseil ne dépend pas de la commission qui est versée. C'est un point qui est important. Donc si on différencie trop d'un établissement à l'autre, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. La troisième chose, c'est qu'il faut faire attention, le crédit immobilier n'a jamais été fait pour être un produit rentable en tant que tel. Sur le marché français, les seules banques qui faisaient du crédit immobilier sec et qui ne se payaient que sur le crédit immobilier, elles ont disparu. C'était le CIF et le crédit foncier. Aujourd'hui, les banques françaises sont les meilleures d'Europe en termes de ventes croisées, en termes de taux d'équipement des clients. On est à 7 ou 8 produits par client. Ouais. Donc le crédit immobilier, c'est un produit d'appel, plus que jamais un produit d'appel. Ouais. Et ce qu'il faut voir, c'est la rentabilité sur l'ensemble de l'équipement du client. Ouais. Et quand vous prenez l'ensemble du client, le coût que représente la commission versée au courtier, elle est extrêmement faible. Mais vous êtes prêt, encore une fois, vous êtes ouvert à cette négociation pour renégocier à la baisse votre commission d'1%? C'est un ensemble de choses qu'il faut voir. Il y a non seulement le crédit immobilier, mais il y a aussi l'équipement en autres produits. Et ce qu'on dit à nos partenaires bancaires, il faut discuter. Arrêtez de regarder uniquement que ce que je vous rapporte, le crédit immobilier. Regardez derrière, potentiellement, l'équipement que... Exactement. Ouais. Exactement, il faut discuter. Mais est-ce que vous êtes open ou pas sur l'idée de revoir à la baisse vos commissions? Si on a une discussion ensemble, il faut regarder. Ah, donc vous êtes ouvert à la discussion. Parce qu'on comprend que certaines chercheraient un peu, encore une fois, à se passer de vous. Vous générez tous les courtiers, l'ensemble des courtiers en France, c'est 40% des volumes. Alors, donc là aussi, si ce chiffre est bon. Oui, mais il faut mais ça dépend des régions, en fait, vous allez me dire. Oui, ça dépend. Alors, c'est davantage que ça en Ile-de-France, par exemple. C'est peut-être moins dont on s'entendra en France. Ce qu'il faut voir, le vrai sujet, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les clients font de plus en plus appel à nous. En fait, aujourd'hui, année après année, les clients votent avec leurs pieds, si je puis dire, et les clients viennent chez des gens comme nous. Ils viennent chez les comparateurs, chez les conseils, chez les courtiers, ça c'est une réalité. L'année dernière, si je prends maintenant meilleur taux, en termes de trafic, en termes de fréquentation, c'était plus de 20% de croissance par rapport à l'année d'avant. Et là, en ce début d'année, si je prends le début d'année 2020, on a encore, au mois de janvier, une progression à 2 chiffres par rapport à l'année dernière, en termes de fréquentation. 20 plus, 20 moins. 20 moins. Mais entre 10 et 20. Mais c'est encore une progression en ce début d'année en termes de fréquentation, visite et demande par les clients. Ouais. Donc vous avez un phénomène dans lequel aujourd'hui les clients, leur préférence, elle est très nette, c'est de passer par des gens comme nous, parce qu'on leur rend un vrai service en termes de praticité. Ce qu'il faut après, c'est avoir les bons accords avec nos partenaires bancaires pour répondre aux besoins des clients. Ouais. Mais après, ça dépend des régions. Dans les régions où les banques sont bien établies, elles peuvent se passer de vous. Dans les régions, comme l'Île-de-France, où il y a une grosse concurrence, là, c'est peut-être plus intéressant de passer par... Alors, le fait qu'elle se passe de nous... C'est pas votre crainte, ça, au final, qu'elle se passe de vous? Non, mais la vraie question, c'est pas ça, c'est est-ce que le client se passe de nous? La vraie question, c'est celle-là. Et qu'en fait, le client ne se passe pas de nous. Il vient chez nous. Souvent, il vient d'abord chez nous.
Donc après, ce qu'il faut pour nous, c'est trouver en fait les bons partenaires à qui l'envoyer. Et il y a des endroits dans lesquels, si tel ou tel partenaire n'a pas envie de travailler avec des établissements comme le nôtre ou d'autres établissements, et ben, il faudra envoyer le client vers quelqu'un d'autre, hein. C'est des choses qui vont se réguler au fil du temps. La seule vraie constante dans cette affaire-là, c'est l'appétit des clients. Et l'appétit des clients pour comparer, pour se faire aider, celui-là, il fait que progresser année après année. Sur cette bataille, Hervé Hatt, qui fait rage, encore une fois, entre les banques et les courtiers. Alors, bataille, franchement, c'est un grand mot. C'est un grand mot, bataille. Ouais, il y a un bras de ouais. fer. Il y a quoi, comment on qualifie ça? Non, Attendez, vous venez d'attaquer en justice. Alors vous, c'est l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. Les banques sur des pratiques commerciales illégales sur l'assurance emprunteur. Non, on n'a pas attaqué en justice. On n'a pas attaqué en justice. Ça envoyé à Bercy en tout cas. Alors, il y a un certain nombre de courtiers qui apparemment, moi je n'étais pas à l'origine de la chose. Vous vous désolidarisez de ça? Non, il y a un certain nombre de courtiers qui apparemment ont signalé un certain nombre de cas sur un sujet qui était un peu différent, qui est celui de l'assurance emprunteur. Ouais. Bon, c'est un sujet. C'est pas rien. C'est un sujet qui est un vieux sujet. Non, mais c'est pas rien en termes de business. C'est la Bien sûr, moitié de bien notre sûr, business quand même. bien sûr. Ça dépend des établissements, mais l'assurance emprunteur, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. C'est un sujet sur lequel le législateur s'y est pris déjà à 3 reprises. Loi Lagarde, loi Hamon, pour faire jouer la concurrence. Pour faire jouer la concurrence. C'est un sujet qui reste un sujet compliqué, un sujet qui reste difficile. Il y a d'ailleurs, avant même que cette... Mais vous condamnez cette initiative de quelques courtiers, ou encore une fois non, et je ne la condamne pas. Elle est juste symptomatique de ce qui se passe, c'est que le sujet n'est pas encore bien régulé aujourd'hui. C'est-à-dire pour ça qu'ailleurs, avant même que cette affaire-là sorte dans les journaux depuis quelques jours, fin de semaine dernière, c'est pour ça même que le comité consultatif du secteur financier, qui avait déjà été à l'origine de plusieurs textes depuis 2-3 ans, sur ce qu'on appelle l'équivalence de garantie, et lance un bilan sur l'assurance emprunteur. Un bilan qui fera le tour des pratiques auprès de tous les acteurs du terrain. Donc le sujet, il est loin d'être terminé. Et on a encore devant nous des mois et des années avant que le sujet là-dessus soit stabilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'assurance emprunteur... Mais vous n'ouvrez pas un nouveau front, encore une fois, avec les banques là-dessus? C'est pas un nouveau front, c'est un sujet qui est aujourd'hui, qui n'est pas encore stabilisé. Ça fait des années que c'est comme ça. Donc c'est un sujet qui va, à mon avis, continuer pendant des mois à être traité. Pourquoi? Parce que je reviens sur l'équipement. Aujourd'hui, la volonté des partenaires bancaires, des établissements bancaires, et c'est compréhensible, c'est d'équiper le client. Ah, oui. Et le premier produit avec lequel on veut équiper le client, c'est l'assurance emprunteur. Qui va avec le crédit immobilier. Qui va avec le crédit immobilier. On peut, en théorie, et on peut non seulement choisir un contrat différent de celui que la banque propose à l'origine, et on peut ensuite, ça c'est nouveau depuis maintenant relativement peu de temps, on peut également avec les textes Hamon et Bourquin, on peut aussi changer en cours de route. Ouais. Donc en fait, on rebat complètement les cartes. Ouais. Et donc, ce qui pour vous est un business super en plus au passage, puisque vous mettez de la concurrence quelque part. Exactement. Avec cette concurrence, vous pouvez dire le meilleur c'est là, c'est là. Et ce qu'on dit là-dessus, la première priorité, c'est qu'il y a des textes de loi qui existent aujourd'hui. Il y a des textes de loi qui existent, il faut les faire vivre. La première priorité, c'est que ça n'a pas besoin d'inventer encore un nouveau truc aujourd'hui. Il y a déjà des textes qui existent et aujourd'hui, le sujet numéro 1, c'est de s'assurer que ce texte fonctionne et soit appliqué en pratique. Je crois que le sujet, il est vraiment là. Ouais. Et ce qui a pu ressortir dans les articles de presse, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur le terrain qui disent que la pratique aujourd'hui, elle n'est pas encore en adéquation avec ce que la loi dit et il faut faire vivre la loi et la mettre en pratique. Et donc, vous souhaitez cette démarche? Tout ce qui va dans le sens de l'application de la loi. Non, mais parce qu'en fait, pas envie de se mouiller. Non, c'est pas que je veux pas me mouiller, c'est que c'est pas la même chose partout, c'est pas la même chose avec tous les établissements. En fait, on a aujourd'hui des établissements avec lesquels ça se passe très bien, d'autres avec lesquels c'est plus compliqué. Des régions où ça se passe très bien, des régions où ça se passe moins bien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de faire un cas général. Ouais, c'est très difficile de faire un cas général. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que ce que la loi permet, il faut que ce soit appliqué. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas partout. Et c'est ça le sujet. Bon, je me suis posé la question, je suis retourné sur votre site, évidemment. Pourquoi vous n'affichez pas, je me suis dit, tiens, vous donnez les taux moyens, bon dossier, très bon dossier. Pourquoi vous ne dites pas telle banque qui sont à temps, telle banque qui prête à temps, pour vraiment qu'il y ait la totale transparence? Parce que finalement, sur telle banque, avant avoir le vrai taux, il faut ensuite rentrer son nom, son prénom, etc. C'est pas qu'on sera ravi. D'abord, on a sur le site, on a des baromètres qui vous donnent les taux selon le profil du client. Ouais, bon. Mais pas par banque. Pas par banque. Non, pas par banque, parce qu'en fait, dans beaucoup de banques, vous n'avez pas un taux standard, vous avez des taux qui sont personnalisés. Donc vous avez un certain nombre d'établissements sur lesquels... Une fourchette. Non, même, vous avez... en fait, nous, comment on fonctionne? Quand vous allez chez nous, vous avez un baromètre, et quand après vous voulez le taux qui s'applique à vous, on ne peut pas vous répondre pour le taux qui s'applique à vous sans avoir votre dossier. Donc on vous fait remplir un formulaire, et après, en fonction de ça, on a nous des algorithmes en interne qui tournent, dans lesquels les partenaires nous ont donné les barèmes, leurs conditions d'octroi, et on va vraiment faire un truc qui sera customisé, qui correspond à votre cas de figure. Parce que tant qu'on n'a pas fait tourner, on ne sait pas quel sera le taux qui s'appliquera à vous. On a des partenaires qui vont nous dire, moi, j'ai une grille de taux qui peut être extrêmement compliquée et qui est quasiment personnalisée. Donc on ne peut pas vous répondre comme ça sans avoir le cas de figure.
Bon, on finit là-dessus parce que Hervé Hatt, je suis tombé sur cet article de Challenge, qu'on salue Ah, Éric Triguet évidemment, qui dit meilleur taux, ça vaut maintenant, c'est une licorne, ça vaut 1 milliard d'euros. Je repense à les banques pop qui l'ont vendu pour 30 millions d'euros en 2013. Et entre-temps, il s'est passé des choses. Ça vaut 1 milliard d'euros ou pas attendez, meilleur taux aujourd'hui? ouais, mais là, je laisserai des spéculations de banquiers d'affaires. D'autant que les salariés, voire tous les dirigeants, vous avez 10%. Donc, Attendez, je laisserai spéculer les uns et les autres sur le prix. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça vaut moins. Pardon? Ça vaut moins. Écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que on a changé d'actionnaire majoritaire en 2017. Maintenant, Ouais. c'est un fonds qui est géré par Goldman Sachs, qui est notre actionnaire majoritaire. West Street Capital, West qui Capital, vous a racheté pour exactement. 265 millions d'euros en C'est 2017. ce que la presse a dit. C'est ce que la presse a dit. Mais on a pourquoi connu. cette opacité-là? Non, mais- On n'est pas loin du chiffre ou pas? Non, parce que c'est des choses qu'on n'a jamais communiquées. Nous, tout ce qu'on dit, c'est que depuis cette époque-là, on continue à faire 20% de croissance par an, 20 à 25% de croissance par an. Deuxièmement, on parlait du crédit immobilier tout à l'heure pour nous. Le crédit immobilier, chez nous, c'est moins d'un quart de l'activité maintenant. Donc, on est très diversifié au-delà du crédit immobilier. On fait du crédit immobilier, l'assurance emprunteur, toute forme d'assurance. On fait de la comparaison de comptes bancaires. On a également racheté une société qui s'appelait Mon Financier, qu'on a rebaptisé Meilleur Placement l'été dernier. C'est Marc Fiorentino qui vient souvent Marc souvent Fiorentino, nous voir exactement, ici, qui est d'ailleurs. le cofondateur de cette société avec Yannick Hamon. Donc là, on est là pour fournir aux clients les meilleurs choix, les meilleurs produits en termes d'épargne d'investissement. Donc on est vraiment aujourd'hui, on a élargi la palette pour être vraiment un comparateur et un conseil. Bon, on ne pour saura tous pas, les on produits saura pas combien financiers. ça vaut meilleur taux, mais ça vaut moins qu'un milliard. On a progressé de plus de 20% par an depuis 2017 Bon. et on Goldman a une Sachs ne gamme va pas large. rester ad vitam aeternam. On peut imaginer une introduction en bourse, on est sur Boursorama, on peut imaginer une intro en bourse de meilleur taux? Alors là, l'intro en bourse, moi je ne suis pas un grand fanatique parce que l'intro en bourse c'est quand même très compliqué, c'est très lourd et ça prend beaucoup de temps en management. Moi je pense que le private equity aujourd'hui a beaucoup d'avantages. C'est qu'on peut travailler avec des gens qui nous connaissent, qui nous suivent dans la durée. Et ça, pour une entreprise comme la nôtre, ça a quand même beaucoup de valeur. Donc moi je suis très pro. Le fait d'avoir des actionnaires de type private equity qui prennent le temps de vous comprendre, qui contrairement à ce qu'on dit souvent sont des gens qui s'inscrivent dans le long terme, et ça c'est quand même un 3 très ans bon type déjà, de Goldman partenaire. Sachs, ils peuvent rester combien de temps, vous savez ou pas? C'est un fonds qui a 10 ans d'existence, le fonds dans lequel on est investi, donc qui peut être étendu à 12 ans, donc on a le temps. Mais en général, ils sortent pas au bout de 12 ans quand même, non? Non, Ça mais bien avant. non, ça peut arriver. Je crois que la durée moyenne est à Tant que 5 ans. la cubute, elle est bonne là, pour Goldman Sachs. Ouais, hein. mais la durée moyenne est à 5 ans, un truc comme ça. Ah, donc il reste 2 ans. Je parle de la moyenne. On aura le temps d'en reparler quand vous reviendrez. Ce qu'on note en tout cas, voilà, c'est qu'il y a un coup de frein sur les banques aujourd'hui respectent à la lettre Ah les oui, non, recommandations. je confirme du que les banques HCSF et de la Banque aujourd'hui de ont France vraiment sur le suivi crédit les immobilier. recommandations du haut comité. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc, Hervé Hatt, président du groupe Meilleur Taux, et invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.